Hegel, Science de la logique, tome 1er, La logique objective, traduction Samuel Jankélévitch. La transformation radicale que la pensée philosophique a subie chez nous depuis environ 25 ans, le point de vue supérieur auquel l'esprit, ayant pris conscience de lui-même, s'est élevé au cours de cette période, n'ont encore exercé qu'une influence peu marquée sur la constitution de la logique. Ce qui, avant cette période, était connu sous le nom de métaphysique, a été détruit jusqu'à la racine et éliminé de l'ensemble des sciences. Où perçoit-on, ou bien peut-on percevoir encore, des échos de l'ancienne ontologie, de la psychologie rationnelle, de la cosmologie et même de la théologie naturelle de jadis? Qui s'intéresse encore à des recherches sur l'immatérialité de l'âme, par exemple sur les causes mécaniques et finales? Les anciennes preuves de l'existence de Dieu ne sont plus citées que pour leur intérêt historique ou en vue d'édification et d'élévation de l'âme. C'est un fait incontestable que tout intérêt, soit pour le contenu, soit pour la forme de l'ancienne métaphysique, soit pour les deux à la fois, a disparu. S'il peut arriver à un peuple d'avoir à renoncer par exemple à la science de son droit politique, à ses mœurs, à ses habitudes et à ses vertus, parce que tout cela serait devenu inutilisable, il peut arriver également, et le fait n'est pas moins curieux, il est même remarquable, qu'un peuple se garde de sa métaphysique parce que l'esprit, à la recherche de son essence pure, n'y trouve plus de possibilité d'existence réelle. La théorie exotérique de la philosophie kantienne, celle d'après laquelle l'entendement ne doit pas s'élancer au-delà de l'expérience, car s'il le faisait, la faculté cognitive deviendrait raison théorique. Capable seulement d'engendrer des chimères, cette théorie, disons-nous, a fourni la justification scientifique du renoncement à la pensée spéculative. Cette théorie populaire a trouvé appui dans les revendications de la pédagogie moderne, qui, invoquant les nécessités de notre temps et ne pensant qu'à la satisfaction des besoins immédiats, avait proclamé que si l'expérience constitue la base principale et la première condition de la connaissance, les idées théoriques sont plutôt un obstacle à l'orientation dans la vie publique et privée, et que la formation pratique constitue la chose essentielle, la seule chose nécessaire. La science et la raison communes ayant ainsi coopéré au déclin de la métaphysique, on se trouva en présence de curieux spectacles d'un peuple cultivé privé de métaphysique, comme qui dirait d'un temple par ailleurs magnifiquement paré mais privé de sanctuaire. La théologie, qui avait été jadis la gardienne des mystères spéculatifs et de la métaphysique, qu'elle tenait, il est vrai sous sa dépendance, à échanger cette science contre des sentiments, contre ce qui est pratique et populaire, contre l'érudition historique. Transformation à laquelle en correspond une autre qui s'était produite ailleurs, où l'on a vu disparaître des solitaires qui avaient été sacrifiés par leur peuple et rejetés du monde, dans le seul but de se rendre possible la contemplation de l'éternel et la vie consacrée uniquement à cette contemplation. Seul but de rendre possible la contemplation de l'éternel et la vie consacrée uniquement à cette contemplation en vue non d'une utilité quelconque mais du salut. Disparition qui, tout en faisant partie d'un ensemble de conditions différentes, n'en constitue pas moins pour l'essentiel un phénomène identique à celui dont nous parlons. C'est ainsi qu'après avoir dissipé les ténèbres et mis fin à la sombre occupation de l'esprit ramassé sur lui-même, on crut avoir transformé l'existence en un monde serein jonché de fleurs, parmi lesquelles, nous assurait-on, il n'y a pas de noir. Le cas de la logique a été moins grave que celui de la métaphysique, qu'elle nous apprenne à penser, et c'est en cela qu'on voyait jadis son utilité et son but, comme si par l'étude de la physiologie et de l'anatomie, on pouvait apprendre à digérer et à se mouvoir. C'est là un préjugé auquel on a renoncé depuis longtemps, et l'esprit pratique ne lui réservait pas un meilleur sort que celui de sa sœur. Malgré cela, peut-être à cause de sa certaine utilité formelle, on lui avait laissé une place parmi les sciences, et même on en a fait une matière d'enseignement public. Mais ceci n'intéresse que son sort extérieur, car sa structure et son contenu sont restés tels qu'ils ont été formés et transmis par une longue tradition, mais considérablement amincis et appauvris avec le temps. L'esprit nouveau, qui s'est emparé aussi bien de la science que de la réalité,
On n'en trouve pas encore la moindre trace ici. Mais il est en tout cas vain de vouloir maintenir une culture devenue périmée par suite du changement subi par la forme de l'esprit. Ce sont là des feuilles fanées rejetées par les nouveaux bourgeons qui se sont formés à leurs rameaux. Dans le monde scientifique, nous assistons également à la fin de l'ignorance de cette transformation générale. D'autres idées et représentations se sont imperceptiblement imposées, même aux adversaires, et tout en se montrant réfractaires à leurs sources et principes, tout en se posant en contradicteurs des unes et des autres, ils n'en sont pas moins obligés d'en accepter les conséquences, incapables qu'ils sont de s'en préserver. Dans leur attitude négative de plus en plus faiblissante, ils ne voient pas d'autre moyen de se donner une importance positive et un contenu qu'en disant oui aux nouvelles manières de penser. D'autre part, la période de fermentation par laquelle commence une nouvelle création semble passer. Sous sa première manifestation, elle se dresse généralement avec une hostilité fanatique contre la systématisation généralisée de l'ancien principe, tantôt se montrant timide et se perdant dans les détails, tantôt reculant devant le travail qu'exige la formation scientifique, et aboutissant de ce fait à un formalisme vide de contenu. L'élaboration, l'ordonnance de la matière en deviennent d'autant plus nécessaires et urgentes. Il existe dans la formation d'une époque, comme dans celle de l'individu, une période où il s'agit avant tout de l'acquisition et de l'affirmation du principe dans toute son intensité encore non développée. Mais ce dont il s'agit principalement, c'est qu'ils finissent par devenir science. Quel que soit l'avenir qui, dans les autres branches, est réservé à la science, quant au fond aussi bien qu'à la forme, il est certain que la science de la logique, qui constitue la métaphysique proprement dite, ou la philosophie spéculative, a été jusqu'ici fort négligée. Ce que j'entends par cette science et comment je conçois son point de vue, je l'ai exposé en détail dans l'introduction à cet ouvrage. Si ce travail auquel j'ai consacré de nombreuses années est encore loin de présenter la perfection, les juges indulgents voudront bien ne pas m'en tenir rigueur, étant donné la nécessité où je me suis trouvé de traiter cette science en partant des premiers commencements, étant donné aussi la nature du sujet et l'absence de travaux préliminaires que j'aurais pu utiliser pour la transformation que j'ai entreprise. Le point de vue essentiel est qu'il s'agit essentiellement d'un nouveau concept de traitement scientifique, comme je l'ai montré ailleurs, dans la phénoménologie de l'esprit, préface de la première édition. La philosophie, si elle veut être une science, ne peut pas emprunter sa méthode à une science secondaire, comme la mathématique, pas plus qu'elle ne peut s'en tenir aux assurances catégoriques de l'intuition interne, ou se servir de raisonnements fondés sur la réflexion extérieure. Seule la nature du contenu doit inspirer la connaissance scientifique, puisque c'est cette réflexion propre du contenu qui pose et crée sa détermination même. L'entendement détermine et maintient fermement les déterminations. La raison est négative et dialectique parce qu'elle dissocie et annule les déterminations de l'entendement. Elle est positive parce qu'elle crée le général et qu'elle y appréhende le particulier, de même que l'entendement est conçu comme séparé de la raison en général. On conçoit généralement la raison dialectique comme séparée de la raison positive. Mais la raison, selon sa vérité, est esprit, et l'esprit est supérieur aussi bien à la raison qu'à l'entendement. Il est une combinaison des deux. Il est le négatif, ce qui constitue la qualité aussi bien de la raison dialectique que de l'entendement. Lorsqu'il nie ce qui est simple, il pose ce qui le différencie de l'entendement, et en supprimant cette différence, il devient dialectique. Mais loin de s'en tenir au côté négatif de ce résultat, il s'affirme également d'une façon positive, en reconstituant ainsi le simple qu'il avait commencé par nier, mais sous une forme générale comme quelque chose de concret en soi, loin qu'un particulier donné s'y trouve subordonné. C'est le particulier lui-même qui a déjà trouvé sa détermination au cours du mouvement spirituel que nous venons d'esquisser. Ce mouvement, qui représente le développement immanent du concept, constitue la méthode de connaissance absolue, l'âme immanente du contenu même. C'est, à mon avis, en suivant cette voie qui se trace pour ainsi dire elle-même que la philosophie est capable d'être une science objective démontrée. C'est ainsi que j'ai essayé dans la phénoménologie de l'esprit de décrire la conscience. La conscience est l'esprit en tant que savoir concret mais engagé dans l'extériorité.
Mais le développement ou progression de ce sujet repose uniquement, comme le développement de toute vie naturelle ou spirituelle, sur la nature des essentialités pures qui forment le contenu de la logique. La conscience en tant qu'esprit phénoménal qui se libère à mesure qu'elle suit son chemin de son immédiateté et de sa concrétion extérieure devient savoir pur qui prend pour objet ces essentialités pures elles-mêmes, telles qu'elles sont en soi et pour soi. Elles sont les pensées pures, l'esprit qui pense son essence. Leur mouvement spontané constitue leur vie. C'est grâce à lui que se constitue la science qui en est pour ainsi dire l'exposé et la représentation. Tels seraient les rapports entre la science, que j'appelle phénoménologie de l'esprit, et la logique. En ce qui concerne le rapport extérieur, la première partie du système de la science, que contient la phénoménologie, devait être suivie d'une deuxième contenant la logique et les deux sciences philosophiques réelles, la philosophie de la nature et la philosophie de l'esprit. Mais étant donné la grande place que j'ai été obligé d'accorder à la logique comme telle, je me suis vu obligé de faire à celle-ci un sort particulier. Elle constitue ainsi sur un plan élargi la première suite de la phénoménologie de l'esprit. Elle sera suivie à son tour d'un exposé des deux essences philosophiques réelles. Le premier volume de la logique comprend deux parties dont la première traite de l'être, la deuxième de l'essence. Le deuxième volume est consacré à la logique subjective ou théorie du concept. J'ai entrepris cette nouvelle édition de la science de la logique, dont paraît aujourd'hui le premier volume, pleinement conscient des difficultés que présente le sujet, son traitement, ainsi que de la manière imparfaite dont il a été traité dans la première édition. Malgré tous les efforts que j'ai faits depuis des années pour parer à cette imperfection, je crois avoir encore suffisamment de raisons pour faire appel à l'indulgence du lecteur. Mes titres à cette indulgence sont justifiés par le fait qu'au point de vue du contenu, la métaphysique et la logique ancienne m'ont mis à ma disposition que des matériaux extérieurs. Malgré la fréquence et l'assiduité avec laquelle l'une et l'autre, cette dernière surtout, ont été cultivées, jusqu'à nos jours, tous les travaux y relatifs en ont à peu près négligé le côté spéculatif. Tous les travaux relatifs en ont à peu près négligé le côté spéculatif. On s'est servi jusqu'à l'abus des mêmes matériaux, tantôt en les amincissant jusqu'à les rendre d'une superficialité banale, tantôt en les alourdissant au contraire et en les traînant derrière soi comme une charge encombrante, en se livrant dans les deux cas à des efforts purement mécaniques, sans enrichir en quoi que ce soit le contenu philosophique. Il fallait donc, pour explorer l'empire de la pensée, c'est-à-dire pour suivre celle-ci dans son activité immanente, ou ce qui revient au même dans son développement nécessaire, se livrer à un nouveau travail commencé par le commencement. Quant aux matériaux acquis, aux formes de pensée connues, on doit y voir un prélude très important, une condition nécessaire et une préparation méritant toute notre reconnaissance, malgré que cela ne représente qu'un squelette inanimé, même si cela ne représente qu'un squelette inanimé, des os desséchés qui nous sont présentés dans le plus grand désordre. Les formes de la pensée trouvent tout d'abord leur extériorisation dans le langage de l'homme, où elles sont pour ainsi déposées. Pour ainsi dire déposées. On ne saurait trop rappeler de nos jours que c'est par la pensée que l'homme se distingue de l'animal. Dans tout ce qui devient son intériorité, sa représentation en général, dans tout ce qu'il fait sien, on retrouve l'intervention du langage, et tout ce avec quoi il forme son langage, et ce qu'il exprime par le langage contient une catégorie plus ou moins voilée, mélangée ou élaborée. C'est ainsi qu'il pense tout naturellement selon la logique, ou plutôt que la logique constitue sa nature même. Mais si l'on voulait opposer au spirituel la nature en général comme faisant partie du monde physique, on devrait dire que la logique constitue plutôt le naturel qui pénètre toute l'attitude de l'homme envers la nature, ses sentiments, intuitions, désirs, besoins, impulsions, et que c'est l'homme qui les humanise, bien que d'une façon formelle, et qui en fait des représentations et des fins. On peut parler de la supériorité d'une langue lorsqu'elle est riche en expressions logiques, et notamment en expressions particulières et isolées, faites pour désigner les déterminations mêmes de la pensée.
Parmi les propositions, articles, nombreux sont ceux qui correspondent à des situations reposant sur la pensée. On ne peut pas dire de la langue chinoise qu'elle ait, au cours de sa formation, atteint ce point. Mais ces articles, lorsqu'ils existent, ils jouent un rôle tout à fait subordonné et sont à peine plus indépendants que les signes de flexion ou par exemple les augments. Voyelles ajoutées devant le radical des verbes. Mais ce qui est plus important, qui est beaucoup plus important dans une langue, c'est lorsque les déterminations de la pensée y affectent la forme de substantifs et de verbes, autrement dit, une forme objective, et c'est en quoi la langue allemande se montre supérieure à beaucoup d'autres langues modernes. Beaucoup de ces mots présentent en outre cette particularité qu'ils ont des significations non seulement différentes, mais opposées, ce qui est certainement un signe de l'esprit spéculatif de la langue. Ce peut être une joie pour la pensée de se trouver en présence de mots pareils, présentant une union de contraires qui, en tant que résultat de la spéculation, est de nature à apparaître absurde à l'entendement, alors qu'il n'est nullement choqué par la façon naïve dont les significations contraires sont lexicalement réunies dans un seul et même mot. Aussi bien la philosophie n'a-t-elle besoin d'aucune terminologie spéciale. Elle peut bien emprunter à des langues étrangères quelques mots auxquels l'usage a cependant fini par conférer un droit de cité, de sorte qu'un purisme affecté, surtout ici où il s'agit essentiellement du fond et non de la forme, serait tout à fait déplacé. Les progrès de la culture et surtout des sciences, même empiriques et portant sur les phénomènes du monde sensible, tout en s'effectuant d'une façon générale dans les limites des catégories les plus ordinaires, celles par exemple du tout et de ses parties, d'une chose et de sa propriété, favorisent la formation de catégories plus élevées ou confèrent tout au moins à celles déjà existantes une généralité plus grande et les imposent ainsi davantage à l'attention. Si par exemple la catégorie de force a acquis un rôle dominant en physique, c'est de nos jours la catégorie de polarité, laquelle a d'ailleurs été appliquée à tort et à travers un peu partout jusque dans la théorie de la lumière, qui joue le rôle le plus important en tant que définition d'une différence dont les termes sont inséparables, qu'on ait ainsi procédé en partant de l'abstraction de l'identité pour conférer l'indépendance à une catégorie, comme celle de force par exemple, et qu'on ait mis en évidence, en faisant une représentation courante, la possibilité d'une différence entre des choses qui, malgré leur différence, restent inséparables au sein de l'identité. C'est cela qui est d'une importance incalculable. La considération de la nature, étant donné la réalité dans laquelle sont plongés les objets dont elle se compose, a pour conséquence inévitable de nous montrer la fixité des catégories qu'elle comporte et qui ne peuvent plus être ignorées, cette fixité s'imposant à nous malgré la grande inconséquence que leur connaissance comporte à l'égard d'autres catégories qui, elles, doivent être également reconnues. Nous nous trouvons ici devant un obstacle qui nous empêche de faire abstraction de l'opposition et de nous perdre dans les généralités, ce qui n'arrive que trop facilement dans la sphère spirituelle.